entrons dans le vif du sujet. Donc, on est au pays de Montargis. Montargis, c'est la Venise du Gâtinais. Montargis est traversé par le Loing et le canal de Brière. C'est pour ça qu'on l'appelle la Venise du Gâtinais, parce qu'il y a de l'eau partout, des ponts partout. Et le canal de Brière que vous voyez en photo, là, c'est un des plus vieux canaux de France. Il a été construit sous Henri IV pour relier la Seine et la Loire. Et aussi, sur la photo, l'élégante passerelle Victor Hugo, qui est le plus célèbre des 131 ponts de Montargis. Mais évidemment, on n'est pas là que pour faire du tourisme. On va parler alimentation avec Amandine, qui est la chargée de mission du projet alimentaire territorial. Amandine, le territoire du Montargois, le Gâtinais, historiquement, c'est connu pour le miel du Gâtinais. Mais aujourd'hui, ce sont plutôt les céréales qui dominent. Oui, oui, exactement. Les produits historiques, les produits emblématiques du territoire du Gâtinais-Montargois, c'est donc le miel, le cidre et le safran. Mais aujourd'hui, on est surtout sur un territoire principalement céréalier, surtout sur la partie est, donc blé, orge, colza, principalement pour de l'alimentation animale, mais aussi alimentation humaine. Mhm. Vous mangez de l'orge et du blé et du colza. Très bien, parfait. Euh, mais pas que. Vous mangez plutôt ce qu'il y a en bas, là, sur la photo. Il y C'est a de la ça, oui. polyculture élevage. Évidemment, oui, pas uniquement on fait pas uniquement des céréales. On a donc du maraîchage, euh, de, euh, de- des vergers également, notamment avec le cidre, mais on a voilà de la polyculture élevage, bovin et caprin. Et donc là, c'est surtout sur la partie au sud-ouest du territoire. Alors, la polyculture élevage, je le rappelle, c'est ce système agricole génial qui existait partout avant, puisque c'est la base, hein, c'est ce qui permet aux gens de se nourrir, et qu'on a, après-guerre, supprimé partout en France pour faire des monocultures, ce qui fait que chaque région est spécialisée et les sols ne sont plus enrichis par le fumier du bétail. Donc, ça serait bien d'en remettre un petit peu partout, et au moins ton rôle, c'est entre autres de maintenir cette polyculture élevage, j'imagine. Oui. Il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui font de la vente directe, je crois. Oui, on a à peu près une centaine de producteurs en vente directe et donc dans le cadre du projet alimentaire, on a un réseau des producteurs locaux, donc on a à peu près 80 producteurs adhérents. Tous voilà, ne fournissent pas la restauration collective, mais une certaine partie, oui. Et du coup, c'est le paradis pour la restauration collective. Alors, puisque vous avez des producteurs en vente directe, de la culture élevage, pas de problème d'approvisionnement. On travaille pour ça, mais c'est pas le cas. Donc voilà, il y a certaines contraintes hein, sur celles qu'on connaît sur l'approvisionnement, notamment local. Mais on a la chance sur le territoire d'avoir cinq collectivités, cinq restaurants qui sont très engagés et qui sont moteurs sur tout ce sujet de la restauration collective. Donc, c'est notamment les cinq qui sont engagés dans Mon Resto Responsable. Comme je le disais, on a pas mal de producteurs en vente directe qui permettent d'approvisionner les restaurants. Et puis, on a la chance d'avoir une légumerie donc d'insertion, la légumerie de la Pagaie, qui permet de, de faciliter l'approvisionnement en produits bruts et locaux des restaurants. C'est-à-dire que la légumerie va acheter des produits majoritairement bio aux producteurs locaux et va s'occuper de les laver, les éplucher, les découper. Et donc, le restaurant reçoit les produits prêts à cuisiner. Oui, alors quand tu dis que c'est une chance, elle n'est pas venue toute seule, cette chance quand même. Ouais. Non, non, il y a eu plusieurs années de travail, évidemment. Et aujourd'hui, on continue de travailler au maintien et au développement de la légumerie. Et vous avez lancé au niveau du projet alimentaire de territoire un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, basé sur Mon Resto Responsable, autour du projet Mon Resto Responsable. Et alors, est-ce que ça a vraiment suscité un intérêt? Dans un premier temps, ça a été voilà, un peu compliqué. Bon, bah, voilà, il y avait le cœur, hein, les établissements moteurs, évidemment. Et après, bon, bah, en tant qu'animatrice du projet alimentaire, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée un peu aller voilà, dans toutes les communes pour justement promouvoir la démarche Mon Resto Responsable et promouvoir l'accompagnement que le projet alimentaire propose. Et Euh, pourtant, tu ne proposais pas des conditions drastiques pour cet AMI. On demandait une équipe projet Mon Resto Responsable avec donc des agents, donc notamment le chef de restauration, mais on demandait aussi des responsables, donc soit dans le cadre de communes des élus ou bien dans le cadre de restaurants privés, un responsable administratif.
Et la deuxième condition, c'était de travailler sur les trois grands critères de la loi Egalim, l'approvisionnement en produits de qualité, la végétalisation des assiettes, et ensuite, donc, qu'il l'est un peu moins dans la loi Egalim, mais qu'il est dans notre stratégie de projet alimentaire, l'approvisionnement local. Mhm. Et toi, tu vas les accompagner, du coup. Oui, exactement. Donc l'objectif, c'est déjà de faire groupe, qui se retrouvent et qu'ils échangent. Voilà, on sait à plusieurs, on va plus loin. Et puis avec des accompagnements, donc trois accompagnements en collectif pendant 2 ans. C'est à minima, hein, s'il y a besoin de plus, il y aura plus de rendez-vous en collectif qui peuvent prendre différentes formes. Et puis, un accompagnement individuel par an pour faire le bilan ou pour débloquer des points si nécessaire. Et du coup, ce calendrier, il a peut-être pris un petit peu de retard, non? Je te vois sourire, comme toujours. C'est pas C'est ça. grave. Comme tout projet, il faut le planifier, il faut poser un calendrier, mais oui, on a pris un petit peu de retard. Mais voilà, on devait commencer vraiment l'accompagnement en septembre. Il y a déjà eu une première réunion en septembre, mais là, les séances d'engagement Mon Resto Responsable vont arriver plutôt fin novembre, début décembre. Eh bien, merci pour ce témoignage. Donc, voilà, tu nous as expliqué qu'il y a des restaurants engagés sur ton territoire qui te servent d'appui. Ben, justement, on en accueille trois qui vont témoigner aujourd'hui. Donc, ces trois restaurants sont la ville de Courtenay, où Stéphanie sert 300 repas par jour dans un restaurant. La ville de Montargis, où c'est Eric qui sert 1100 repas par jour dans 8 restaurants en liaison chaude depuis une cuisine centrale. Et enfin, le village de Saint-Germain-des-Prés qui sert 130 repas par jour chez Jérôme qui est aux cuisines et donc qui sert dans un seul restaurant 130 repas par jour. On va présenter les pratiques responsables en s'appuyant sur les 4 piliers et les 12 axes de progrès Mon Resto Responsable. Un certain nombre d'entre vous sont familiers de ces 4 piliers et de ces 12 axes de progrès. Ils vont s'afficher en haut à gauche de l'écran. Donc là, on va commencer par le pilier assiette responsable et l'axe de progrès agriculture responsable. On voit que pour le bio, vous avez les chiffres, pour le bio, les trois ont nettement dépassé l'objectif de 20% fixé par la loi Egalim. Et si on ajoute les produits durables, ils en sont entre 45 et 78% bio compris. Pour un coût matière qui, somme toute, reste raisonnable, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça montre qu'on peut atteindre les objectifs de la loi Egalim pour un coût matière raisonnable, hein, vous voyez, aux alentours de 2,20 €. Alors, la championne en la matière, même si on n'est pas là pour comparer les restaurants les uns par rapport aux autres, mais tout de même la championne en la matière, c'est Stéphanie, euh, qui arrive à 58% de produits bio, plus 20% de produits durables non bio, tout ça pour un coût matière de 1,92 €. Mais tu m'as dit que c'était un sport olympique. Explique-nous comment tu fais. Oui, effectivement, c'est vraiment un sport olympique. Il faut avoir son téléphone tout le temps greffé à l'oreille. Alors, on a la chance de pouvoir travailler en flux tendu, donc de pouvoir commander à la semaine en fait. On appelle régulièrement nos fournisseurs. On passe pas nos commandes par Internet ni par mail, en fait, on les appelle directement. Ça nous permet de pouvoir négocier avec eux les dates courtes, tous les produits bio en date courte, tout ce qu'ils ont en DLC. Alors des fois, c'est vraiment très, très court parce qu'on n'a que 4 jours. On adapte les menus, en fait, au niveau des commandes et ça nous permet de pouvoir acheter du bio à 40%, enfin, moins 40% de ce que nous coûterait du conventionnel. Donc, on fait vraiment une très, très grosse économie là-dessus. Ça prend du temps, effectivement, mais, euh, mais voilà, ça se voit ça se retrouve sur le prix de revient. Donc, Euh, sport olympique qui se pratique au téléphone. Et pour les voilà. petits producteurs, en revanche, c'est pas la même technique. Non, c'est différent. En fait, grâce à l'économie qu'on fait à ce niveau-là, ça nous permet de pouvoir acheter à nos producteurs locaux, en fait, assez régulièrement, sans leur demander un très, très gros effort sur le prix. Et ça nous permet aussi, lorsque on a nos fournisseurs, nos gros fournisseurs au téléphone, en fait, d'acheter de cette façon. Le jour où on a vraiment besoin d'un produit de très grande qualité, d'avoir un prix bien plus D'accord. avantageux que ce qu'on aurait C'est du d'habitude. donnant.
Du donnant-donnant, Voilà, voilà. Je t'arrange pour certains cas, et puis d'un autre côté, ben, quand on a besoin voilà, d'un petit c'est effort, ça. on le fait. Ben, merci, on te retrouve tout à l'heure. On va passer la parole à Jérôme, Jérôme, il est à Saint-Germain-des-Prés. Alors, ton Saint-Germain-des-Prés à toi, Jérôme, c'est pas dans Paris, hein, on le voit sur la photo. Il y a Non, pas vraiment des du tout, prés, il y a non. des cultures, il y a des On est plus productrices, campagne, oui. On est plus campagne que grande ville, hein. C'est un petit village de 1900 habitants, donc voilà, on est très loin de Paris. et il y a des producteurs pour le coup. C'est ça, donc on a la chance, donc, comme je t'ai dit, on est en campagne, donc on a la chance d'avoir des producteurs, une production maraîchère tout à côté de l'école, donc j'en fais profiter les enfants. Alors, Et quand tu dis tout à côté, vous y allez pas à pied, c'est quand même une petite non, expédition. oui, oui, on se déplace en général une fois par an ou deux fois par an, ça dépend. Donc, on prend le bus. En fait, j'organise les sorties en relation avec les institutrices et puis les producteurs. Et puis, on réserve des bus, mais on part à trois classes, donc ça fait deux bus en général. Ça fait une petite expédition. Donc, chef d'expédition, C'est chef de ça. cuisine, c'est Et ça, on a chef tous les rôles. polyvalent. Dans les petits villages, dans les petites communes, on a un peu toutes les casquettes, mais bon, on s'adapte. Bon. Eh ben, écoute, merci, on te retrouve plus tard Oui. et on passe la parole à Eric qui, lui, Eric, gère une cuisine centrale. Donc, Eric, même si tu produis en liaison chaude, les enfants ne voient pas que c'est cuisiné. Et toi, ça te paraît indispensable de leur montrer. Bah, c'est ça exactement. En fait, nous, on fait une visite 2 fois par trimestre à la cuisine centrale afin de leur montrer aussi le fonctionnement de cette cuisine, le rôle aussi de chacun. Et comme ça, ils se rendent compte un petit peu aussi de ce qu'ils ont dans l'assiette, le travail qui a été fait en amont. On fait aussi des ateliers pendant cette visite sur des pâtisseries, surtout des pâtisseries, hein, du coup, des choses simples aussi. On a, D'accord, donc ils cuisinent vraiment dans la cuisine centrale. oui, tout à fait. Ouais. Et alors par petit groupe, hein, Patrice, hein, on peut pas se permettre d'avoir tous les enfants en Oui. même temps. Et ça, c'est une question que je me pose. Tu as un millier de convives, donc même si tu en fais deux par trimestre, tu Alors, sélectionnes quand il y a un projet pédagogique derrière? Comment alors tu la, sélectionnes? la sélection, c'est en fait, on va faire ces ateliers pendant les centres de loisirs où de 1100 repas, on passe à 150 repas et du coup, on va privilégier aussi les primaires par rapport aux mater, quoi, aux maternelles, pardon. D'accord. Après, il y a aussi les marchés de Noël où on sort un peu de notre cuisine et on fait des dégustations justement sur 3 recettes et on donne aussi, ça soit aux enfants ou aux gens qui sont au marché de Noël, des recettes pour faire à la maison sur des petites quantités, pas sur 1100 aussi. Oui, je me souviens d'avoir vu une photo là-dessus. C'était très sympa. Malheureusement, bah, on n'a pas le temps puisqu'on essaye sur le webinaire d'être Bien assez sûr. concis. Mais on te retrouve on va passer au bien-être. Le bien-être avec tout d'abord l'échange avec les convives. Et là, c'est Jérôme qui va intervenir. Les enfants, Jérôme, adorent tes lasagnes végétariennes aux lentilles bio, hein, puisque l'enquête de satisfaction montre 89%. Moi, ce que j'adore, c'est ta boîte à miam que j'ai trouvé absolument géniale. Quand est-ce que tu t'en sers de cette boîte à miam? Alors je m'en sers, donc j'ai mis ça en place il y a à peu près un an. Et je m'en sers en général pour savoir les nouveaux plats, en fait, sur les nouveaux plats ou les plats végétariens. Donc, il s'agit d'un système de vote avec les bouchons et donc les enfants, à la fin du repas, vont voter. Donc, ils choisissent un bouchon en fonction de l'appréciation du plat. Donc, s'ils ont bien aimé un vert, s'ils ont moyennement aimé un bleu et puis un rouge s'ils n'ont pas aimé. Donc, ils Et, mettent leur petit bouchon dans la boîte à miam. et le résultat du vote, c'est le lendemain? Le résultat, je le donne le lendemain, puis on fait un petit débriefing, savoir les points négatifs, les points positifs. Voilà, et puis qu'est-ce que je peux faire pour améliorer pour la fois prochaine. Et il paraît que tu as même osé leur mettre des légumes dans les pâtisseries. Ça a donné quoi comme résultat de Oui, vote? oui, très bon résultat pour le brownies au chocolat à base de haricots rouges. Donc non, non, c'est à refaire en fait. Ça change juste la texture qui change, mais le goût est le même. Merci. Stéphanie,
toi, tu prends pas le risque de présenter à 300 enfants un repas si tu ne l'as pas encore testé à l'avance. Et pour les tester, tu impliques les enfants dans la mise en place des nouvelles recettes, non seulement pour le test, mais pour le vendre aux autres. Pour ça, tu t'appuies sur un groupe de bons mangeurs. Comment ça marche? Voilà, exactement. Donc, on a un groupe de bons mangeurs qui va du CP au CM2. Et en fait, on fait un petit plat test pour ces enfants-là, où lorsqu'on veut mettre une nouvelle recette au menu, avant de la mettre pour 300 et éviter un gaspillage pas possible si jamais ça leur plaît pas, en fait, on leur fait tester à eux directement la recette. Donc, ils ont un système de notation alors si c'est entre 1 et 4, on retire la recette et puis bon, bah, on se remet en question et on change, on met autre chose. Entre 5 et 7, en fait, ils vont marquer les idées et la façon dont ils veulent, dont on change la recette, afin qu'ils s'approprient complètement la recette. Et si c'est entre 8 et 10, on la présente aux autres enfants. Ils s'approprient parce qu'ils ont la fiche technique, en fait, quand tu leur fais goûter. Voilà, ils ont la fiche technique, on la lit avec eux, on leur explique tout ce qu'il y a dedans, ils savent tout, donc ils vont rajouter. Alors des fois, c'est pas grand-chose. Ça peut être, voilà, comme là par exemple, le poisson au lait de coco et au curry, bon bah ils vont vouloir un petit peu plus de curry, un petit peu plus de persil. Enfin, c'est des petites choses, mais ils ont vraiment l'impression que voilà, la recette leur appartient. Une Mais fois qu'ils l'ont après, il faut goûté, qu'ils l'assument. voilà, faut qu'ils Ouais, l'assument ça, devant tout le ça monde. m'a beaucoup plu. Il faut qu'ils l'assument. C'est-à-dire, c'est eux qui vont vendre le plat à leurs copains le jour J. Exactement. Donc, ils sont en petits groupes, ils passent par table et en fait, c'est eux qui expliquent ce qu'il y a dans la recette et qu'ils ont apprécié, que c'est eux qui ont fait la recette et ils demandent aux autres de goûter en fait. Les mêmes mots que nous, on pourrait leur dire, mais quand c'est les copains qui le disent, bah forcément, ça fonctionne tout de suite beaucoup plus vite. Pour Jérôme, vous avez des ateliers diététiques. Les enfants mettent la main à la pâte de temps en temps aussi. On les voit faire des gâteaux là. Et puis des fois, tu leur fais goûter des trucs bizarres. Tu n'es pas tout seul pour faire ça, j'imagine. Non, non, donc bah, une fois par an, pendant la semaine du goût, en fait, on organise des ateliers goût. Donc on leur fait découvrir bah, tout un tas de choses, de produits. Donc bah j'ai l'aide des parents aussi, des parents bénévoles et puis des instits qui me donnent bien un bon petit coup de main. Quand je disais que c'était le paradis chez vous, des parents qui aident, les instituts qui aident, et même une diététicienne, je crois, là. C'est ça, donc on a la chance d'avoir une diététicienne, donc elle me valide mes menus et puis elle nous propose des ateliers diététiques, donc notamment pour la composition d'un petit-déj et ensuite donc les enfants apprennent à composer un petit-déj avec elle. Et la semaine d'après, en général, j'organise un petit-déj à l'école et c'est à eux de composer leur petit-déj en fonction de ce qu'ils ont appris. Donc, je leur fabrique des brioches maison, du miel, on prend des produits locaux, du miel, du jus de pomme bio et Le miel dont on a parlé tout à l'heure, du Gâtinais, voilà, c'est évidemment. ça, évidemment. On va passer aux éco-gestes avec le gaspillage et les déchets comme premier axe de progrès. Et là, on va donner la parole à Eric. Eric, c'est un petit peu plus compliqué pour toi puisque en tant que cuisine centrale, ben, tu es confronté comme tout le monde au problème du gaspillage, mais tu ne vois pas directement la consommation dans les salles. Pourtant, la mise en place du tri des biodéchets, ça t'a rendu un bon service. Pourquoi? Alors déjà, bah, on est tous, je pense, en tant que cuisiniers, confrontés à ce problème aussi, hein, le gaspillage alimentaire. En fait, nous, c'est vrai que depuis 2019, on travaille avec la 3CBO, c'est du coup dans le coin où les déchets sont récupérés pour être transformés en méthanisation. On a équipé les réfectoires de tables de tri avec l'affichage, donc forcément, les enfants, déjà le personnel a été formé. Ensuite, on a expliqué aux enfants via des animations et du coup, on va sur les pauses méridiennes aussi, échanger avec les enfants. Et à chaque trimestre, en fait, j'ai un relevé sur les quantités, les tonnages de déchets par satellite, ce qui me facilite effectivement après le chiffre, dans le sens où on récupère les données, moi, en fonction des effectifs, pour faire une moyenne par enfant de déchets par école. Donc, on a pu constater aussi, ce qu'on avait mis en place, c'était le pain au moment de l'entrée et pas donner le pain avant. Alors, je dis pas qu'il faut interdire le pain, au contraire, mais le mettre au moment de l'entrée. L'enfant, comme ça, mange en même temps et enfin,
C'est un accompagnement, le pain, Un c'est pas le plat accompagnement, principal. exactement. Voilà, on est bien d'accord. C'est ça, c'est ça. Ça a été difficile au départ, vraiment à changer les habitudes. Et puis bah, après, en fonction aussi des menus, en fonction des recettes, des ingrédients, du légume aussi, parce que les épinards, c'est toujours un peu plus compliqué quand même le chou rouge ou autre, mais on est là aussi pour la découverte des goûts et des saveurs. Donc voilà, on fait très attention, mais même malgré tout, encore à l'heure actuelle, cela reste compliqué. Donc on réduit, on a des satellites où on a 80 grammes, voire un peu moins, et d'autres plus de 120, 130 grammes. Où il y Après, a... il y a les épluchures, il y a de ça qui sont pris, tout est pris en compte, hein, bien sûr, des fruits ou autres, mais bon. D'accord. Bah, écoutez, chacun fait ce qu'il peut en matière de gaspillage. En tout cas, le fait d'avoir un retour déposé, ça t'a vraiment aidé. On va Exact. passer toujours dans les éco-gestes aux produits d'entretien. Les produits d'entretien avec Stéphanie, qui a une méthode assez radicale, en fait, zéro produit dangereux. Donc, tu as donné un coup de pied à tous les bidons. Enfin, ça s'est peut-être pas passé comme ça. Tu as peut-être fini les stocks, j'imagine, mais supprimez maintenant toutes les étiquettes que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, le chiffre zéro, c'est vraiment zéro produit dangereux, que ce soit pour le personnel ou les milieux aquatiques, l'environnement. Mais pourquoi le chiffre 5? C'est un chiffre magique? Oui, c'est un peu ça. En fait, on a réduit, parce qu'on s'est aperçu, on a fait un état des lieux de tous les produits qu'on utilisait. On s'est aperçu que certains revenaient, enfin, avaient exactement le même effet. Donc, en fait, on a tout réduit à 5 produits. Avec 5 produits, on arrive à s'occuper des sols, des locaux, des tables, de la cuisine, des sanitaires. Enfin, les 5 produits suffisent. On a fait un gros tri. Puis une réunion d'équipe pour un échange avec le personnel. Euh, Oui, parce qu'il y en a qui préféraient le parfum fraise, l'autre parfum abricot. voilà, il a fallu l'amener en douceur. Mais en fait, on a réussi à trouver des 5 produits qu'on utilise à l'heure actuelle, écolabellisés, qui nous servent bah, toute l'année. Donc, c'est bien un chiffre magique. Par contre, il n'y a pas d'impact sur l'environnement, mais est-ce qu'il y en a un sur le porte-monnaie? Alors, effectivement, à l'achat, ils sont plus chers. Sauf on a des centrales de nettoyage comme un peu partout, je pense. Effectivement, ils sont plus chers à l'achat, mais sur le dosage n'est pas le même. En fait, sur un produit conventionnel, où on va au niveau du produit où ça va être, on va utiliser 0,5 de produit. Sur un produit écolabel, on va en utiliser que 0,05. Donc, donc, ils Donc, sont plus concentrés, en fait, voilà, plus concentré. Donc, à la fin du compte, en fait, on s'y retrouve. J'avais un peu peur au niveau des des tests. prélèvements de surface, être sûr que tout fonctionne. Donc, on a fait venir un laboratoire, on a fait des essais, des analyses, et en fait, nos analyses sont bonnes. Donc on gagne de D'accord. l'argent, on gagne de la place dans les stocks et tout Et le personnel gagne de la durée de vie, à mon avis, ce qui n'est pas aussi. négligeable. C'est beaucoup, bah, c'est comme ça aussi qu'on a commencé à leur expliquer que c'était aussi beaucoup moins nocif pour eux. On est bien d'accord. Eric, on va passer avec toi à l'engagement social et notamment l'implication du personnel, puisque le social pour nous, c'est d'abord le propre personnel de la restauration. Tu es un adepte du management d'équipe pour maintenir la motivation. Donc, comment ça se passe, notamment là, on voit sur la photo pour les menus. Alors, ouais, c'est vrai qu'on m'avait dit que j'avais un management participatif dans le sens où j'aimais bah, responsabiliser tout le monde et être à l'écoute aussi pour proposer des idées. Chacun avait ses idées à proposer. Après, ils doivent être validés aussi en fonction de l'équilibre alimentaire, donc par une diététicienne. Et du coup, en fait, on a un temps d'échange soit lors du repas ou après le retour de la production, enfin du service, parce qu'en fait, les agents partent dans les réfectoires récupérer le matériel du jour et en même temps, on demande toujours le retour, comment ça s'est passé dans les réfectoires. C'est ce qu'on voit Et, sur la photo à droite, là. et alors là, c'est surtout la photo à droite, c'était sur la mise en place du lendemain, l'organisation du menu et qui fait quoi. Parce que le but, c'est que tout le monde tourne à chaque poste. Ils sont pas dans une routine aussi. Et justement, c'est ce qu'on dit. Si les cuisiniers prennent plaisir à cuisiner, bah, ça va se ressentir aussi dans l'assiette de l'enfant, quoi, je veux dire.
Donc, et puis bah, l'implication aussi là, du chef de production sur la gauche qui tape les menus en fonction de nos échanges, quoi. Merci. Et Stéphanie, toi, tu mets le paquet sur la formation du personnel. Oui. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Parce que comme je leur dis tout le temps, si eux sont pas là, moi je suis rien du tout en fait sans eux. J'ai envie d'avoir du personnel qui arrive avec le sourire et l'envie de travailler. Donc il est vraiment important qu'ils se forment en fait, qu'ils comprennent l'importance de tout ce qu'on fait. Il y a 2 formations pour chacun par an, une théorique et une pratique. Euh, C'est donc bien. ils Et ça te font coûte finalement pas très cher parce que c'est via le CNFPT. via le CNFPT. Donc en fait toutes les formations sont prises en compte. Ils ont quand même un catalogue où il y a quand même beaucoup de choix. Donc voilà, ils évoluent et sur la formation aussi, donc pour le côté travail, mais aussi pour eux-mêmes, en fait, qu'ils puissent comprendre et prendre conscience qu'ils sont capables de faire plein de choses. Mais alors vraiment aussi, tu dis, suffit pas d'être formé, il faut aussi arriver avec le sourire en arrivant au travail. Et ça, tu as une recette pour ça? Donner beaucoup d'énergie et être avec eux le maximum, en fait. C'est vraiment important et pousser chacun, leur faire comprendre que chacun est important, que chacun a sa place et que tout le monde peut faire de grandes choses. Donc voilà, et s'assurer qu'ils soient bien. Pour Eric, tu impliques toi les convives dans la décoration des salles. Oui, effectivement, avec donc les menus à thème. Donc là, forcément, on voit les photos. C'était d'un menu Non, non, Noël tu le dis chinois. pas, ils vont deviner, je pense. Et du coup, hormis Halloween ou Noël, c'est depuis 2021, on fait un menu à thème par trimestre. Donc là, c'est sur les pays. Après, il y aura les régions. Et en fait, à l'époque, on arrivait avec les fournisseurs, on arrivait à avoir des kits pour décorer les réfectoires. Et là, le but, c'était d'impliquer les enfants. Donc forcément, on donne ça en début d'année, donc pour qu'il y ait au moins 3 mois d'avance pour cette préparation. Et du coup, je trouve ça important d'impliquer les enfants parce que le jour J, ils sont fiers aussi et le menu passe d'autant mieux, quoi. Et Donc, ça implique, c'est fait pendant le temps de l'enfant pendant, personnel ou pendant le et temps d'accompagnement, d'animation? alors l'animation, juste après, soit juste après ou juste avant le repas, parce que on passe en 2 services. Donc, ça permet d'avoir une animation, eux, de leur côté, bah, pour faire des dessins et autres, quoi. Oui, donc ça implique pas seulement des enfants, mais évidemment le personnel Le d'animation. personnel, exactement. Donc, et ça, on a mis ça en place et on trouve ça vraiment bien. Et les réfectoires sont vraiment bien décorés, quoi. Et qui est-ce qui accroche finalement les décors? Alors, si c'est en hauteur, ça va être forcément les adultes, donc les animateurs. Mais après, il y a les enfants aussi qui participent en fonction des réfectoires aussi, là où on peut les disposer, parce qu'on fait attention. Après, on a des remontrances comme quoi qu'on fait des trous ou autre, alors qu'il y a la pâte à fixe, mais bon, on fait attention à tout. D'accord, donc ça paraît en tout cas c'est réussi hein, comme résultat, bravo. Ouais. Et, et je passe la parole à Jérôme, toujours aussi chanceux, puisque Jérôme, la mairie a créé un potager municipal C'est sur ça. le terrain de l'école. Donc là, on le voit, l'école, on voit l'école en photo, il y a un terrain potager municipal. Toute la production, c'est pour toi, mais est-ce que c'est toi qui cultives? Alors non, c'est pas moi, j'ai pas forcément le temps. Donc oui, on a la T'as chance pas le de... temps de cultiver les Non, j'ai légumes que pas, tu sers? je ne suis pas multitâche. Donc oui, effectivement, on a la chance d'avoir un jardin potager qui a été créé par la mairie. Donc on a un agent technique qui s'occupe du jardin, des plantations. Et puis moi, je m'occupe principalement de la récolte, en fait. Je vais me servir Oh, ça, c'est pas le plus compliqué, en en fait. fonction des saisons. Non, non, c'est pas le plus compliqué, non, effectivement. Non, non, Et mais les enseignants, est-ce qu'ils utilisent ce jardin, du coup, puisque oui, c'est à côté de l'école? ils font des petites visites régulièrement avec les enfants. Et Par ça, contre, les enfants cultivent pas eux-mêmes. non, pas. Ça pourrait être mis en projet, c'est vrai, mais Deux, trois radis par-ci, par-là que tu pourrais passer en entrée, ça oui, serait bien. dans les petites jardinières, ça peut se concevoir. Non, mais Euh, ça me permet d'avoir une petite production. Puis j'ai notamment les herbes aromatiques, donc j'ai pas besoin de les acheter. J'ai tout ce qu'il faut sur place, donc je sors de ma cuisine, je vais me servir, et puis voilà,
c'est très bien. C'est très bien Est-ce, comme ça. est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu as eu des choses issues du Oui, jardin au menu? oui, j'avais quelques laitues dans le jardin, donc qui étaient, comme il y a les gelées commencent à arriver, je me suis précipité là, j'ai été les cueillir et puis j'ai servi à midi. Donc, tu vois, Et c'est, comment les enfants le savent qu'ils mangent quelque chose du jardin, ça? je leur spécifie, je leur dis, puis ils peuvent le voir aussi pendant le service, comme le jardin est vraiment attenant à la cantine, au réfectoire, ils ont la vision sur le jardin, donc Un vrai paradis. c'est vrai, c'est ça. Eh bien, merci. Merci. On va passer la phase de réponse aux questions. Et donc, Marie-Cécile Rollin, en tant que directrice du réseau Restocôte, est, je pense, la mieux placée pour animer cette partie. On a une petite dizaine de minutes pour répondre aux questions qui ont pu être posées dans le chat, s'il y en a. Donc, je te laisse les remonter puis prendre la parole. Alors, il y a 4 questions pour l'instant, peut-être qu'il y en aura d'autres. La première, c'est pour Amandine. Quel est le rôle du PETR dans la démarche Mon Resto Responsable? L'objectif du PETR dans le cadre de son projet alimentaire, c'était d'essayer de dynamiser le territoire par rapport à Mon Resto Responsable. Justement, on avait déjà les 5 restaurants qui étaient engagés dans Mon Resto Responsable et on a vraiment vu là l'opportunité de développer enfin, ce réseau et cette démarche sur le territoire. Notamment en proposant l'appel à manifestation d'intérêt euh, pour donc faire connaître la démarche et en proposant un accompagnement plus particulier, donc avec justement un espace, enfin, un groupe de chefs, donc un espace d'échange entre eux, mais aussi entre les élus. Sur les 11 lauréats, on a 10 restaurants scolaires. Et puis, ça nous permet aussi, sur certaines problématiques, de mutualiser les forces et notamment aussi le budget, hein, la question du budget. Et donc, par exemple, dans le cadre de formation, plutôt que chaque chef parte faire sa formation à droite à gauche, on pourra faire venir une formation sur le territoire. Et puis, sur la dernière réunion, on a parlé justement du sourcing. Ils aimeraient, voilà, les chefs aimeraient avoir un annuaire de fournisseurs enfin, de producteurs locaux notamment. Et donc là, mon rôle, ça va être d'organiser ce projet avec les chefs. Oui, on voit tout ce travail de coordination, d'animation et également de mise en commun de ressources. C'est ça. Merci. Ensuite, on a une question pour Stéphanie par rapport aux achats. Vous avez évoqué effectivement des pratiques d'échange régulier avec les fournisseurs. La question qui est posée par Florence, c'est de savoir comment vous faites par rapport aux appels d'offres. Au niveau des marchés publics, en fait, on a tout dégroupé par lot. Et il y a un gros travail de négoce qui est déjà fait en amont avec les bordereaux de prix, en fait. Tous les produits qu'on utilise au maximum, en fait, sont déjà à des prix assez bas, surtout en bio. Et en fait, on rappelle justement nos fournisseurs, comme je vous disais, pour négocier des prix qu'on a déjà au marché, mais encore plus bas, ils nous font encore des remises dessus. Par rapport au prix du marché de l'appel d'offres. Je pense que la question était Voilà, là-dessus, parce qu'on est un peu en dehors des pratiques habituelles alors. oui. Donc on l'aura compris. Et une autre question encore pour vous, par rapport aux produits d'entretien, quelqu'un demande si vous avez trouvé un produit éco-responsable pour le nettoyage des fours. Oui. Alors, c'est ProSense qu'on prend et ça doit être Eleis Four. Alors on fait une pub sur une marque. Je ne sais pas si on a d'autres à citer. Si d'autres ont d'autres marques à proposer, n'hésitez pas. Donc ça existe en tout cas. On peut être aussi en Oui, oui. produit. Il y en a, et même four, friteuse, les grilles, les planchas, enfin, il est vrai, il est pratique. Bon, ça, faut frotter un peu plus, mais il fonctionne. Merci. Ensuite, il y a une question pour Eric par rapport au gaspillage. La question est comment vous pouvez préciser un peu ce qui est mis en place et comment vous faites la séparation entre gaspillage alimentaire et biodéchets issus de la préparation. Alors oui, effectivement, là, c'est compliqué de faire une différence entre juste le menu et les pots de bananes ou fruits ou quoi que ce soit. C'est vrai que
c'est là où c'est compliqué, dans le sens où c'est en fonction des trimestres, qu'est-ce qu'on a mis principalement au menu. Et après, en fait, il y a des actions, plus nous, de notre côté, c'est au retour des containers, donc par rapport au menu du jour, les agents regardent un petit peu dans les poubelles de biodéchets, en fait, voir ce qui a eu plus de déchets ou quoi en fonction du menu. C'est là où on va se rendre compte vraiment euh, par rapport aux légumes ou aux plats, quoi. Parce que les quantités à la fin du trimestre, enfin, de chaque trimestre, c'est tout l'ensemble mélangé. Donc là, c'est compliqué à savoir vraiment le grammage. Donc, vous faites de temps en temps Bah, des des vérifications vérifications de sur visite. place Hmm. par rapport au container. Voilà, il n'y a que cette démarche-là, en fait. Et les retours aussi des références sur site. Les référents des réfectoires, elles nous font une transmission, pardon, bah, de ce qui a été plus gaspillé. Et afin de rectifier la prochaine fois, au niveau des quantités, ou comme tout à l'heure, je parlais des épinards, mais l'accompagner peut-être avec autre chose, des pommes de terre ou autre. Voilà, et on est là aussi pour la diversification des menus et la découverte des saveurs. Donc après, c'est vrai que ça va être des ateliers aussi le jour J sur les goûts, quoi, je veux dire. Et tout le monde est impliqué, le personnel ainsi que les animateurs. Là, c'est un travail enfin, de tout le monde, quoi, je veux dire. Pas que de la cuisine. Il nous reste 2 minutes avant de clore cette première partie du webinaire. Marie-Cécile, est-ce que tu aurais encore une question à remonter? Alors, il y a une question sur l'impulsion politique des élus. Est-ce que dans vos exemples, voilà, les élus, le maire ou élus de la collectivité, voilà, quelle impulsion ont-ils donné ou comment les associez-vous si c'est pas eux qui ont donné l'impulsion? Oui, donc en fait, c'est d'abord une volonté politique et puis faut un encadrement, bien sûr, de la hiérarchie. Moi, je suis dans une petite commune et c'est vrai que c'est la volonté de la mairie, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de mettre des choses en place. Comme j'ai l'appui de la mairie, du conseil municipal, c'est vraiment plus facile en fait. C'est une organisation collective et chacun apporte sa pierre à l'édifice et il faut que tout le monde soit lancé dans le projet pour que ça puisse réussir. Sinon, tout seul, je pense que c'est impossible. Mais bon, moi, j'ai la chance d'avoir vraiment des élus mobilisés pour ça, donc c'est beaucoup plus simple pour moi, en fait. Et il nous reste à remercier chaleureusement les intervenants, à leur dire bravo pour toutes les pratiques responsables qu'ils mettent en place. On vous propose de se retrouver jeudi 20 mars à la même heure pour une émission qui sera consacrée à un nouveau territoire.